et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Olivier Taek, co-responsable distribution France chez BlackRock. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, ravi d'être là. Bon, et de quoi on va parler aujourd'hui? D'un sujet qu'on aime bien tous les deux, les actions européennes. On pense souvent bien les connaître, leur performance, l'univers investissable. Et puis, quand on creuse un petit peu, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre. Et puis, bien sûr, on va regarder comment on peut investir sur cette thématique. On va voir aussi si 2026 peut être l'année des actions européennes. Mais déjà, Olivier, je pense qu'il faut commencer par les bases, parce que quand on parle d'Europe, d'action européenne, ça peut renvoyer à plusieurs réalités. Est-ce qu'on parle de l'Europe géographique? Est-ce qu'on parle de la zone euro? Est-ce qu'on parle de l'espace économique européen qu'on peut investir dans le cadre du PEA? Définissez-nous un petit peu ce qu'on entend par Europe. Effectivement, Laurent, donc il ne faut pas confondre les trois. Oui. On a la zone euro, ce sont les pays qui partagent la même monnaie, on la connaît tous, l'euro. Il y a l'Europe, qui définit le continent européen. Et là, c'est beaucoup plus large. Évidemment, c'est beaucoup plus large. Et enfin, l'espace économique européen, ce sont les pays qui partagent les mêmes règles économiques. Donc évidemment, en fonction de ce que vous choisissez comme exposition, vous avez des nuances en fonction de ces trois espaces. Et donc la vraie question, c'est quelle Europe choisir pour investir ? Parce qu'on a des réalités différentes en fonction des pays, des couleurs sectorielles différentes au sein même de ces pays, et on va y revenir, et donc des profils de risque qui varient. Souvent, une façon de se mettre d'accord, on l'a déjà vu dans 100% ETF, c'est finalement de trouver un indice de référence. Tout à fait. Quel est celui qu'on choisirait dans ce cadre-là? Alors, en effet, on a deux grands indices qui se distinguent. Alors, je vais le prononcer à la française. Le premier, le MSCI Europe. Donc là, ce sont 404 entreprises qui sont représentées au sein de cet indice. 15 pays développés, donc on a la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas. Déjà, première info, on met la Grande-Bretagne dans l'Europe, là, pour ce coup-ci. Exactement, et tout à fait. Alors, même qu'elle ne fait pas partie du continent. Mais en effet, le Royaume-Uni fait partie de cet indice. L'Allemagne, les Pays-Bas. Et ici, on a un indice qui couvre 85% de la capitalisation boursière de ces marchés. Donc, c'est pas mal. Donc, premier indice, MSCI Europe. Okay. Deuxième indice, un petit peu plus large, le Stoxx Europe 600. Et donc là, on a 600 entreprises, comme l'indique son nom. Et ce sont ici une inclusion des grandes, mais aussi des petites capitalisations. Donc c'est pour ça que l'indice est un petit peu plus large sur l'ensemble de l'Europe. Alors quand on regarde, finalement, quand on ouvre le capot de ces indices, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve des entreprises qui, j'espère, vont parler aux téléspectateurs de Boursorama. Donc je peux citer ASML sur les semi-conducteurs, je peux citer Géant néerlandais. Géant néerlandais qui a des capacités, qui est un champion international avec, je dirais pas une position quasi monopolistique, mais j'invite encore une fois les téléspectateurs très fortes à regarder ce qu'ils font, une technologie très avancée, très difficile à copier. On a Shell dans l'énergie, on a Novo Nordisk dans la santé, on a LVMH dans le luxe, champion national français mais aussi international, Nestlé dans l'agroalimentaire, et on voit que ce sont des champions internationaux. Donc l'Europe finalement vous permet d'accéder à des champions internationaux qui sont assez leaders dans leur domaine. Mais vous me voyez venir, Olivier, tout de suite. La question qui me vient en tête, c'est comment ça se compare aux États-Unis, tout ça? Oui, c'est une très bonne question, Laurent. Alors, encore une fois, si vous ouvrez le capot de l'indice S&P 500, vous avez une couleur très fortement technologique. Donc les 7 magnifiques, comme on les appelle, les 7 entreprises technologiques. Nvidia et consorts. Nvidia et consorts, c'est bien, merci de les nommer. C'est 35% de l'indice. Donc finalement, quand vous achetez le S&P 500, vous achetez directement 35% de technologie. L'Europe, c'est là où ça devient intéressant, est un complément à ce que peuvent vous apporter les États-Unis. Pourquoi ? Parce que dans le MSCI Europe, ce sont plutôt les banques, les financières, qui composent 23% de l'indice, l'industrie environ 20%, et enfin la santé, 14%. Donc un profil assez différent en fait. Complètement, parce que la technologie au sein du MSCI Europe ne représente que 8%. Donc si vous avez déjà un portefeuille très exposé aux valeurs américaines, et on va y revenir sur à quel point l'Europe peut complémenter, finalement, acheter de l'Europe, ce n'est pas un doublon, c'est un complément. Bon, c'est un complément, mais c'est un complément qui performe comment depuis le début de l'année par rapport aux États-Unis? Là aussi, on va rester dans cette thématique. Déjà, il performe positivement. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle.
environ en absolu, c'est 5-6%. C'est un petit peu en deçà de l'indice américain. Pourquoi ? Parce que l'indice américain, je pense que là, on va surprendre personne, en tout cas pour les personnes qui suivent l'actualité, est porté par les valeurs technologiques qui ont un poids très fort en fait dans l'indice. Et donc l'indice américain, c'est environ 10%, donc il y a un décalage. Hein. L'indice européen, 5-6%, l'indice européen... Les indices américains enchaînent record sur record en ce moment aussi. Exactement, donc ça continue de porter le marché américain vers des très hauts. Donc encore une fois, avec l'exposition européenne, vous avez une exposition sectorielle qui est un peu plus diversifiée, davantage sur l'industrie, davantage sur les financières, ou encore des valeurs liées à l'énergie. Et donc ça rend le profil de performance différent, potentiellement moins tiré par un seul moteur, et donc plus diversifié. Olivier, il y a la performance, il y a aussi les flux, qui sont un bon indicateur de l'attractivité d'une zone. Qu'est-ce que ça dit côté flux ? Alors, très positif pour l'Europe. On a environ pas loin de 25 milliards de dollars qui ont été investis dans les ETF liés à l'Europe chez BlackRock. 3,9 milliards rien qu'en mars. Et donc pourquoi ? Parce que c'est intéressant parce que les marchés américains finalement ont tellement surperformé ces dernières années et même en début d'année qu'on commence à observer une réallocation, un rééquilibrage des portefeuilles. Les investisseurs se disent on va remettre un petit peu d'Europe, on a quand même bien gagné sur les US. Donc, complètement. Alors, au-delà de ces mouvements de rééquilibrage, on a des zones d'opportunité en Europe qui se démarquent et qui continuent de se distinguer. J'ai cité les grands champions internationaux qui sont au sein des indices européens. Et donc, on a des investisseurs qui veulent profiter de ce rééquilibrage en disant finalement, j'écrème un petit peu sur les actions américaines et je crois aux thématiques que me permettent d'accéder les indices européens. Bon, il y a des zones d'opportunité, encore faut-il les reconnaître, savoir les identifier. Quelles sont-elles ? Oui, alors on distingue 4 grandes thématiques. D'accord. Alors les banques européennes, c'est peut-être ces dernières années celle qui affiche la plus grande croissance des bénéfices, mais aussi des performances assez marquées. Sur les bénéfices attendus, mais ce sont les banques européennes qui affichent au sein de l'Europe la croissance des bénéfices la plus forte. Donc on parle de 2,6%. On parle de noms, parce qu'il faut les citer, comme BNP Paribas, Unicredit, ING. Et en plus, ce sont des entreprises, pour lier ça à la grande thématique du moment, qui ont beaucoup de processus répétitifs et donc qui vont normalement bénéficier pas mal des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Exactement. La deuxième thématique, c'est les semi-conducteurs. C'est une thématique dont on entend beaucoup parler, donc c'est une sous-thématique de l'intelligence artificielle. Alors l'Europe, elle est présente, notamment au travers d'ASML, mais pas seulement, on en parlait juste avant, il y a d'autres valeurs comme Soitec, par exemple. STMicro aussi. STMicro. Bien sûr. Et donc c'est un secteur qui est porté par une dynamique très forte. Les investissements liés à l'intelligence artificielle devraient passer de 470 milliards de dollars à 1500 milliards d'ici 2030. Ça recouvre plein de secteurs différents, mais les semi-conducteurs, c'est une nourriture, c'est un composant très important dans l'intelligence artificielle, les data centers, et finalement, ils sont partout. On en a dans nos téléphones portables, mais la demande liée au data center et à la puissance de calcul va soutenir très fortement la demande en semi et en infrastructure technologique globalement. Donc, c'est un secteur qui est intéressant aussi parce que finalement, la demande liée à l'IA, elle éclipse même les risques liés, par exemple, court-termistes qu'on voit actuellement au pétrole. Troisième, j'y viens, défense et aérospatiale. C'est une dynamique qui est portée par la hausse des budgets militaires européens. Et là aussi, des vrais champions. Des champions. Airbus, Rheinmetall en Allemagne, BAE Systems ou Leonardo qui sont au cœur de cette tendance. Et donc, on a, au-delà du militaire, la composante service et maintenance au sein de l'aérospatiale qui est bien soutenue avec des marges qui sont en croissance. Enfin, dernière thématique, l'énergie. L'énergie, elle revient... qui porte tout finalement. Ah oui, alors on en parle souvent, l'indépendance énergétique avec le nucléaire, mais pas seulement. Alors là, on a des valeurs qui profitent notamment de la hausse du pétrole, mais pas que. Elles ont su aussi se diversifier. Et donc, on a des flux sur les ETF énergie, par exemple, qui ont été marqués de près de plus de 17 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et on a des acteurs européens comme Shell ou Total Energy qui sont bien positionnés pour capter cette dynamique. Bon, on voit aussi que ça suit donc dans les flux sur ces secteurs. Est-ce que, si on regarde aussi dans le détail, Olivier, il y a des spécificités d'univers d'investissement au sein de chaque pays ? Est-ce que l'ADN de chaque pays européen est un petit peu différent ? Oui, complètement. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Laurent.
Ce qui est intéressant avec l'Europe, c'est qu'on peut aller chercher des grands indices, évidemment, qui sont très diversifiés, le MSCI Europe, le 600 stock. Ensuite, si on veut chercher un peu plus de granularité, on peut aller chercher, et c'est là où la gamme est très intéressante et granulaire, on peut aller chercher des expositions pays. Oui. Alors, ces pays, ils sont marqués en général... Ces expositions pays sont marquées par des secteurs. Le Royaume-Uni, ça vous donner, donc c'est quand même 23% du MSCI Europe, mais si vous cherchez une exposition Royaume-Uni, vous allez chercher l'énergie. Shell, BP, la finance aussi avec HSBC et Barclays. Oui. Donc les financières, ils pèsent à eux seuls près de 26% du FTSE 100. Oui, c'est l'indice, le FTSE 600, c'est l'indice du Royaume-Uni. La France, 16% du MSCI Europe, là je ne vais surprendre personne, pardon, ce sont les valeurs du luxe. LVMH, Hermès, Kering, mais pas seulement. L'aérospatiale, l'Airbus, Airbus et Safran, et en fait Pharma avec Sanofi. Donc l'industrie au sens large, c'est 32% du MSCI Europe. On parle souvent de l'industrie en Europe. Finalement, on a de grands champions industriels. L'Allemagne, industrie manufacturière. Siemens, Volkswagen, BASF et enfin la chimie, des constructeurs automobiles. Complètement, mais aussi un peu de technologie, SAP. Donc la technologie, c'est près de 14% du DAX. C'est intéressant. C'est intéressant. Le détail des grandes entreprises. Je pense que c'est important en effet de rappeler les pourcentages, de rappeler le nom de ces entreprises finalement, et quand vous jouez ces pays, à quelles entreprises vous avez accès, à quelle industrie. Et en fait, l'Italie, je finirai par cela, là, on a un biais très marqué sur les financières. C'est 48% du FTSE MIB, donc Unicredit, Intesa, Sao Paulo. C'est un marché qui est très typé. Bon, voilà, et c'est vrai que on le disait, c'est intéressant de faire un rappel, de voir aussi, de redécouvrir le nom de tous ces champions européens, parce que quelquefois on a tendance à dire que l'Europe est larguée, mais il y a quand même beaucoup de très grands noms, et la question qui arrive maintenant assez logiquement, une fois qu'on est convaincu et qu'on se dit, tiens, finalement, il y a de belles thématiques d'investissement, de belles sociétés en Europe, comment on peut s'y exposer simplement, évidemment. C'est un très bon point pédagogique, Laurent. Alors, première étape, le socle. On l'a cité, les deux grands indices. Lorsqu'on ne sait pas exactement où aller... on fait large, on fait diversifié. C'est ça, on fait large, on fait diversifié. Donc, c'est iShares MSCI Europe, iShares Stocks Europe 600, un seul produit, mais derrière, c'est 4 à 600 entreprises. Mais vous retrouvez évidemment toutes les entreprises qu'on a citées, Nestlé, ASML, LVMH ou SAP, mais avec des poids plutôt diversifiés. Deuxième étape, par pays, on vient de les citer. Là, on entre dans une logique de conviction. Donc, si vous pensez qu'un pays va mieux performer, ou si vous avez une conviction particulière sur un secteur, mais vous souhaitez quand même être diversifié, vous pouvez accéder au pays. La France va vous donner le luxe. On l'a vu, les financières, la santé, la pharma, l'aérospatiale. L'Angleterre va vous donner plutôt les financières et l'énergie. L'Italie va vous donner les financières très fortement. Enfin, et ça c'est intéressant, c'est troisième étape par secteur, où là on devient quasiment thématique, donc c'est des ETF sectoriels. Donc vous ne choisissez plus un pays ou un thème, mais un secteur précis de l'économie européenne. Un exemple, iShares Stocks Europe 600 Banque. D'accord. Donc ici vous avez... Donc là, au sein de l'indice Europe 600, je vais aller choisir le secteur bancaire, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et là, vous, sur cet indice, par exemple, vous souhaitez vraiment précisément, au sein de l'Europe, jouer les bancaires. Vous avez 50 grandes banques européennes, on les a citées, les BNP, les Santander, les HSBC, Unicredit. Deuxième exemple que je souhaitais citer, c'est le iShares Europe Défense. Là, donc il a été lancé récemment, mais vous souhaitez jouer la thématique de la défense qui cible les entreprises européennes comme Rheinmetall, Thales ou BAE Systems. Encore une fois, j'invite les téléspectateurs à regarder ces entreprises, que ce soit en termes de performance, en termes bilanciels, et ce qu'elles peuvent offrir sur les prochaines années. Mais cette thématique, vous souhaitez la jouer en effet sur le côté très granulaire et sur la conviction que sur les 5 à 10 prochaines années, cette thématique devrait être portée. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, on est vraiment rentré dans le détail, à la fois de la zone, des pays, des secteurs, des industries. Là, les gens qui nous regardent disent, waouh, ça fait peut-être finalement un petit peu beaucoup. Il y a peut-être moyen de s'y perdre. Quels conseils on peut donner pour finir ? C'est de commencer à votre rythme et de le faire de façon régulière. Lors de notre dernière interview, je le réexpliquais, je le martelais, Laurent, c'est d'investir régulièrement. D'investir de façon diversifiée. Avec les ETF, c'est toujours diversifié. Mais vous pouvez prendre des biais, comme on l'a vu, et de façon granulaire. Donc, c'est quand même de commencer à votre rythme, de commencer plutôt
indice large, c'est ce qu'on dit souvent, accessible, voilà. Ça permet de bénéficier de l'ensemble de la dynamique de marché. Et ensuite, lorsque vous commencez à vous familiariser avec les thématiques, avec les entreprises sous-jacentes, vous pouvez faire évoluer votre allocation. Vous pouvez très bien avoir un indice large et le colorer, le tilter avec de la thématique derrière si vous avez la conviction que la défense, que les banques européennes ou que la technologie vont apporter quelque chose en plus sur le long terme à votre allocation. Et comme je disais, la gamme est une des gammes les plus diversifiées en pays et en secteur. Donc j'invite les téléspectateurs à regarder le niveau de granularité auquel ils peuvent accéder. Bon, et puis bien sûr, on mettra les exemples qui ont été cités en bas de cette vidéo. Voilà, la richesse économique, financière, entrepreneuriale de l'Europe et les moyens d'y investir simplement avec les ETF et les explications lumineuses d'Olivier Taek. Merci Olivier. Merci beaucoup Laurent. C'est fini pour ce 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.